Vous avez peut-être vu ces vidéos qui circulent sur Internet et qui cumulent des millions de vues. Elles racontent l'histoire de banquiers qui auraient délibérément conçu un piège sur 3 siècles pour nous enfermer dans 315 000 milliards de dettes mondiales. On cite Rothschild, JP Morgan, la complicité des banques centrales. Ces théories un peu complotistes sont distrayantes, mais il va falloir être sérieux 2 minutes. Ces histoires, dès qu'on s'y arrête 5 minutes, sont fausses, historiquement fausses, point par point. Mais il y a quand même quelque chose qui m'a sidéré quand je me suis mis à vraiment creuser le sujet. En cherchant à démontrer qu'il n'y avait pas de complot centenaire, j'ai découvert quelque chose de différent. Quelque chose qui n'est pas un complot, mais qui demande quand même une réponse concrète. On va parler d'un système de transfert de richesse qui n'est pas secret du tout, qui est documenté dans les rapports de la Réserve fédérale américaine, dans les études académiques, dans les données publiques que n'importe qui peut consulter. Un système où les 10% les plus riches captent 87% des gains boursiers, où le top 1% a gagné 4000 milliards de dollars en seulement 12 mois, pendant que la moitié la plus pauvre de la population stagnait. Ce n'est pas un piège conçu il y a 300 ans par des génies maléfiques, c'est un mécanisme en cours depuis 2008 qui s'est considérablement accéléré depuis 2020. Et personne n'en parle vraiment, parce que ceux qui devraient en parler en profitent directement. Je m'appelle Alain Poncelage, j'analyse les marchés depuis 1994, et j'ai traversé 5 crashs majeurs. Dans les prochaines minutes, je vais vous montrer 3 choses. D'abord, pourquoi la théorie conspirationniste est fausse et comment la détecter avec 4 critères simples que vous pourrez appliquer très simplement à la fin de cette vidéo. Ensuite, le vrai mécanisme de transfert de richesse, celui qui opère vraiment sous vos yeux. Et enfin, ce que vous pouvez faire concrètement pour protéger votre épargne. Alors, on va rappeler la thèse en 90 secondes. Avant de critiquer cette théorie, il faut d'abord la comprendre. Donc, laissez-moi vous résumer ce qu'on vous vend. Selon cette vidéo virale, 4 architectes auraient conçu un piège monétaire sur 3 siècles. Tout commence en 1694, quand un certain William Patterson crée la Banque d'Angleterre. Selon la thèse, il invente à cette occasion la dette permanente, c'est-à-dire un prêt qui ne sera jamais remboursé avec des intérêts éternels versés par les contribuables britanniques. Ensuite, au début du 19e siècle, Nathan Rothschild industrialise cette dette souveraine en créant le marché secondaire des obligations. Il tisse un réseau financier mondial. Grâce à ce système, le défaut de paiement des États devient soi-disant impossible. Puis, en 1913, JP Morgan conçoit la Réserve fédérale américaine lors d'une réunion secrète sur Jekyll Island, une île privée en Géorgie aux États-Unis. Cette création ouvre la porte à une création monétaire infinie et une dette illimitée garantie par la Banque centrale. Enfin, en 1982, Paul Volcker ferme la dernière porte de sortie quand le FMI restructure les dettes des pays en crise. Plus jamais de défaut possible. Le piège est définitivement refermé. Alors, le résultat, selon cette théorie, 38 000 milliards de dettes pour les États-Unis seuls et 315 000 milliards pour la planète entière. Un système dont personne ne pourrait jamais s'échapper. C'est une histoire séduisante et terrifiante. Et elle est complètement fausse. Je vais vous montrer pourquoi et surtout je vais vous donner un outil pour ne plus jamais vous faire manipuler par ce genre de narratif. Je vais vous présenter le test vrai, 4 critères anti-manipulation. Quand vous tombez sur une théorie financière, qu'il s'agisse d'une vidéo virale, d'un article alarmiste ou du conseil d'un soi-disant expert comme votre beau-frère, passez là au test vrai. Ce sont 4 lettres qui correspondent à 4 questions. La première lettre, c'est le V pour vérifiable. La question à se poser ici est simple. La source primaire est-elle accessible? Si quelqu'un vous affirme que telle information se trouve dans les archives ou dans une étude, allez vérifier vous-même. 2 clics maximum devraient suffire. Je vous donne un exemple concret. La thèse affirme que William Patterson a créé une dette permanente en 1694. Or, la charte de la Banque d'Angleterre est un document public, disponible sur leur site officiel. Et quand on la lit réellement, cette charte, on découvre qu'elle dit exactement l'inverse de ce que prétend la théorie. Il s'agissait à l'origine d'une charte temporaire de 11 ans qui a été renouvelée 9 fois par le Parlement britannique entre 1694 et 1844. Cette information provient des archives officielles de la Banque d'Angleterre et a été documentée par la BBC. La source primaire contredit donc directement la thèse et c'est votre premier signal d'alerte. La deuxième lettre, c'est R pour réaliste. Vrai, R pour réaliste. La question ici, c'est la chronologie tient-elle debout? La thèse affirme par exemple que Nathan Rothschild aurait inventé le marché secondaire des obligations vers 1815. Mais quand on consulte les archives, on découvre que Venise avait créé ce marché dès 1170 et vous pouvez le vérifier facilement. Le Grand Conseil vénitien consolide les prestiti, les obligations négociables, dès 1262, au XIIIe siècle, soit plus de 600 ans avant Rothschild.
Ces faits sont documentés dans les études académiques de l'Université de Californie à San Diego. Une erreur de 600 ans, ce n'est pas une approximation ou une imprécision, c'est un mensonge historique. Voilà votre deuxième signal d'alerte. La troisième lettre de vrai, c'est A pour alternative. La question est, existe-t-il une explication plus simple qui rendrait compte des mêmes faits? D'un côté, la théorie vous propose un complot coordonné sur 3 siècles, transmis secrètement entre générations, entre pays qui étaient souvent rivaux, voire ennemis, à travers des guerres mondiales et des révolutions. De l'autre côté, l'explication alternative serait simplement des décisions politiques et successives prises face à des crises réelles, des gouvernements qui dépensent plus qu'ils ne taxent, des intérêts divergents qui parfois convergent, des erreurs accumulées au fil du temps. Le rasoir d'Occam, qui dit de toujours choisir l'explication la plus simple, tranche clairement en faveur de la médiocrité des politiques. Et vous avez ici votre troisième signal d'alerte. La quatrième lettre de vrai, c'est I pour intelligible. La question est, pouvez-vous expliquer le mécanisme décrit en 30 secondes à quelqu'un qui n'y connaît rien? Quand une théorie vous parle de création monétaire infinie, demandez-vous ce que cette expression signifie concrètement. En réalité, 90% de la création monétaire provient des banques commerciales quand elles font des prêts destinés à l'économie réelle, pas de la réserve fédérale. Et le mot infini a une limite très réelle qui s'appelle l'inflation. Si vous ne pouvez pas définir le mécanisme clairement, c'est probablement de la fumée intellectuelle. Quatrième signal d'alerte. 4 questions, 30 secondes chacune, et vous filtrerez environ 90% des manipulations financières qui circulent sur Internet. Alors maintenant, appliquons le test vrai VRAI aux 4 architectes de la théorie. Pour William Patterson en 1694 et la soi-disant création d'une dette éternelle, la charte qu'il a créée était temporaire et non permanente, et elle a été renouvelée 9 fois par le Parlement. La source est vérifiable et contredit la thèse. Donc verdict, faux. Pour Nathan Rothschild, au début du 19e siècle et la soi-disant création d'un marché secondaire des obligations qui rendrait impossible le défaut de paiement des États, on sait maintenant que le marché secondaire des obligations existait déjà depuis 600 ans à Venise. La chronologie est impossible. Verdict, faux. Pour JP Morgan en 1913, le plan Aldrich, conçu lors de la réunion secrète de Jekyll Island, a effectivement existé, mais il a été rejeté par le Congrès américain. La loi finalement votée était le compromis Glass-Owen avec un contrôle gouvernemental beaucoup plus important. Cette information est documentée par l'Oklahoma Historical Society. Verdict, faux. Pour Paul Volcker en 1982, les défauts souverains soi-disant impossibles continuent de se produire régulièrement. Le Mexique a fait défaut en 1982, l'Argentine en 2001, la Grèce en 2012 et le Sri Lanka en 2022. Verdict, faux. 4 architectes, 4 affirmations centrales, 4 mensonges vérifiables. Alors vous me direz, peut-être. Et alors? C'est juste une vidéo complotiste amusante sur Internet, ça ne change rien à ma vie. Mais si, justement, cette croyance a des conséquences très concrètes sur votre portefeuille. Je vais maintenant distinguer 3 erreurs coûteuses. La première erreur, c'est la paralysie. Si vous êtes convaincu que le système financier mondial est un piège parfait conçu depuis 300 ans par des génies maléfiques, mais alors à quoi bon investir? Vous gardez votre argent en cash sur votre compte courant, votre livret A, et vous attendez l'effondrement annoncé. Le problème, c'est que pendant ce temps-là, l'inflation grignote votre pouvoir d'achat à raison de 3 à 4% par an. Sur 10 ans, ça représente une perte de 30 à 40% de ce que votre argent peut réellement acheter. Vous vous appauvrissez sans bouger, simplement en attendant une catastrophe qui ne vient pas. La deuxième erreur, c'est ce que j'appelle la fausse diversification. Deuxième erreur. Sous l'influence de ces théories, vous décidez de fuir les ETF et les fonds indiciels parce qu'ils font partie du système, celui dénoncé par les complotistes. Mais le résultat est exactement l'inverse de ce que vous recherchez. Au lieu de disperser votre risque sur des milliers d'entreprises, vous le concentrez sur quelques positions. Et c'est précisément le contraire de ce qu'un investisseur prudent devrait faire. Troisième erreur, c'est la concentration défensive. Vous décidez de tout mettre en or physique parce que c'est présenté comme la seule vraie protection contre l'effondrement du système. Mais les données historiques racontent une autre histoire. Sur les 30 dernières années, entre 1995 et 2025, l'or a sous-performé un portefeuille diversifié classique de plusieurs centaines de milliers d'euros sur une mise initiale de 100 000 euros. Ces chiffres proviennent du World Gold Council et de la MSCI, donc facilement vérifiables. Ces stratégies défensives ont sous-performé historiquement, et le coût de cette sous-performance, c'est vous qui le payez. Vous avez maintenant un premier outil à votre disposition, le test vrai.
Vérifiable, réalisable, alternative, intelligible. 4 questions pour filtrer les théories fumeuses. Mais attendez, parce que maintenant on arrive au vrai sujet. La théorie conspirationniste est fausse. On vient de le démontrer, mais elle pointe vers quelque chose de réel. Pas un complot centenaire orchestré par 4 génies du mal, mais quelque chose de différent qui demande une réponse concrète. Dans les prochaines minutes, je vais vous montrer 3 choses. D'abord, le vrai mécanisme de concentration de richesse, celui qui est documenté, sourcé et en cours depuis 2008. Ensuite, un deuxième outil que j'appelle la checklist Signal, qui vous permettra de détecter quand le système commence à craquer. Enfin, une allocation concrète pour traverser ce qui vient. Si cette approche vous parle déjà, j'ai préparé une formation gratuite de 7 jours. Un email par jour, 5 minutes de lecture. Pour la formation gratuite, vous pouvez cliquer sur le lien qui apparaît en haut à droite de votre écran ou sur le lien en description de la vidéo. Mais d'abord, on va regarder ensemble ce qui se passe vraiment. Je vais vous donner 3 chiffres qui proviennent tous de la même source, la Réserve fédérale américaine, dans ses données publiées au deuxième trimestre 2025. Ces données sont publiques et vérifiables, vous pouvez les consulter vous-même sur leur site. Le premier chiffre, c'est 87%. Le top 10 des Américains, c'est-à-dire les 10% les plus riches, possède 87% de toutes les actions cotées en bourse aux États-Unis. Si on regarde le top 1%, il possède à lui seul 50% du marché boursier américain. Quant à la moitié la plus pauvre de la population, c'est 165 millions de personnes, elles ne possèdent pratiquement rien en actions. Ce qui signifie concrètement, c'est que le S&P 500 monte de 20% sur une année et les bénéficiaires de cette hausse sont presque exclusivement les 10% les plus riches. La classe moyenne américaine, qui ne possède pas d'actions ou très peu, ne profite pas de cette création de richesse. Le deuxième chiffre ici, c'est 4 000 milliards de dollars. En seulement 12 mois, le top 1% des Américains, ce qui représente environ 3,3 millions de personnes, a vu sa richesse augmenter de 4 000 milliards de dollars. Pendant la même période, le bottom 50%, c'est-à-dire les 165 millions de personnes les plus pauvres, 50 fois plus donc que le fameux 1%, a vu sa richesse augmenter de 2 700 milliards de dollars. En d'autres termes, 3 millions de personnes ont gagné presque autant en valeur absolue que 165 millions de personnes. Le troisième chiffre, c'est 14. Le top 1% possède désormais 14 fois plus de richesses que le bottom 50, les 50% les plus pauvres combinés. Ce ratio n'a jamais été aussi élevé dans l'histoire économique moderne des États-Unis. Et cette tendance s'aggrave. Depuis 1989, le top 10% est passé de 82% à 87% des actions détenues, tandis que le bottom 50 est passé de 3,5% à seulement 2,8% de la richesse totale. La tendance est unidirectionnelle depuis 35 ans. Mais alors, d'où vient cette concentration extraordinaire de richesse? Elle provient d'un mécanisme précis que les économistes appellent le quantitative easing ou le QE, qu'on peut traduire par assouplissement quantitatif. Depuis 2008, la Réserve fédérale américaine a injecté des milliers de milliards de dollars dans le système financier à travers 3 vagues majeures. 2009-2014, après la crise des subprimes, 2019-2020, juste avant et au début de la pandémie, et 2020-2021 pour soutenir l'économie pendant le Covid. Je vais rapidement vous expliquer la chaîne causale en 5 étapes, parce que c'est là que réside le vrai mécanisme de transfert de richesse. La première étape, c'est l'injection de liquidités. La Fed crée de l'argent électronique, littéralement à partir de rien, et utilise cet argent pour acheter des obligations du Trésor américain et des titres hypothécaires détenus par les banques. Cet argent nouveau entre ainsi dans le système bancaire. La deuxième étape, c'est que cet argent va vers l'investissement plutôt que vers le crédit. Les banques reçoivent cette liquidité abondante, mais elles ne la prêtent pas massivement aux petites entreprises ou aux particuliers parce que le rendement de ces prêts est devenu trop faible par rapport au risque encouru. À la place, elles investissent cette liquidité sur les marchés financiers. Elles achètent des actions, des obligations à haut rendement, de l'immobilier commercial. Elles cherchent du rendement là où il y en a encore. La troisième étape, c'est l'inflation des prix des actifs. Quand plus d'argent cherche des rendements sur les mêmes actifs, les prix de ces actifs explosent mécaniquement. C'est la loi de l'offre et de la demande. Les chiffres sont spectaculaires. Le S&P 500 est passé de 1000 points en 2009 à 6000 points en 2024, soit une multiplication par 6 en 15 ans. L'immobilier américain a augmenté de 150% depuis 2009 et le Bitcoin est passé de pratiquement 0 à 100 000 dollars. La quatrième étape, c'est la distribution asymétrique des gains. Et c'est là que le problème se cristallise. Qui possède ces actifs dont les prix explosent? On l'a vu, 87% des actions sont détenues par le top 10% et 44% de l'immobilier est également détenu par les 10%. Pour les crypto-monnaies, la concentration est encore plus extrême.
Les riches s'enrichissent mécaniquement de l'appréciation de ces actifs qu'ils possèdent. Les autres, ceux qui ne possèdent pas ces actifs, ne profitent pas de la hausse. Ils la regardent de l'extérieur. La cinquième étape, c'est ce que j'appelle la double peine pour la classe moyenne. La classe moyenne ne profite pas de la hausse des prix des actifs puisqu'elle n'en possède pas ou très peu. Mais elle subit de plein fouet la hausse des prix dans la vie quotidienne. L'immobilier résidentiel est devenu inabordable pour les primo-accédants qui achètent leur premier logement à 35-40 ans au lieu de 25-30 ans. Les loyers ont augmenté de 50% depuis 2009 aux États-Unis. L'alimentation a augmenté de 60% sur la même période et l'essence a augmenté de 200% depuis 2009. Pendant ce temps-là, qu'ont fait les salaires médians? Ils ont augmenté de 41% depuis 1989, soit environ 1,2% par an. C'est moins que l'inflation. En termes réels, le pouvoir d'achat de la classe moyenne stagne et sa capacité à accumuler de la richesse diminue. Et voilà ce qui devrait vraiment vous interpeller dans toute cette histoire. Ce mécanisme que je viens de décrire n'est pas caché, il n'est pas secret, il est documenté publiquement et notamment par les banques centrales elles-mêmes. La Bundesbank, la banque centrale allemande, a écrit noir sur blanc dans une de ses publications: l'expansionnisme monétaire via l'inflation des prix d'actifs mène à une augmentation nette de l'inégalité de richesse dans les pays de la zone euro. Le Centre pour l'Economic Performance de la London School of Economics a publié une étude qui conclut: les institutions financières ont été les grandes bénéficiaires du quantitative easing. Ce n'est pas moi qui invente ces conclusions. Ce sont les institutions qui gèrent le système qui les publient ouvertement. Et c'est là que se situe la différence fondamentale avec la théorie conspirationniste. La théorie vous dit 4 hommes ont conçu un piège secret il y a 300 ans et ce piège fonctionne toujours aujourd'hui à l'insu de tous. La réalité vous dit des politiques monétaires assumées et publiques, mises en place depuis 2008, ont des effets redistributifs documentés qui favorisent les détenteurs d'actifs au détriment de ceux qui n'en possèdent pas. La première version est fausse et vous paralyse parce qu'on ne peut rien faire contre un piège parfait conçu par des génies inaccessibles. La seconde version est vraie et vous permet d'agir parce qu'on peut comprendre le mécanisme et acheter des actifs et profiter soi-même du système plutôt que de le subir passivement. Vous vous demandez peut-être, si tout ça est documenté publiquement, pourquoi n'en parle-t-on pas davantage dans les médias grand public? Alors, il y a deux raisons principales. La première raison, c'est le conflit d'intérêts médiatique. Fortune mondiale possède Les Échos, Le Parisien, Paris Match. Vincent Bolloré possède Canal+, CNews, Europe 1, Le Journal du Dimanche. Xavier Niel possède Le Monde. Rodolphe Saadé possède BFM et La Provence. Au total, 8 milliardaires contrôlent la majorité des médias grand public en France. Ces personnes font partie du top 0,001% de la population. Elles sont parmi les principaux bénéficiaires du mécanisme qu'on vient de décrire. Leurs fortunes ont explosé précisément grâce à l'inflation des prix des actifs. Et je tiens à être précis sur ce point important. Ce que je décris ici, c'est pas un complot, c'est un conflit d'intérêts structurels. On ne mord pas la main qui nous nourrit. Il n'y a pas besoin de réunions secrètes pour que les médias détenus par des milliardaires évitent de critiquer trop frontalement un système qui enrichit les milliardaires. La deuxième raison, c'est l'impasse politique. Les sondages d'opinion montrent régulièrement que les électeurs veulent trois choses en même temps: plus de services publics, moins de dettes publiques et pas plus d'impôts. Le problème, c'est que ces trois demandes sont mathématiquement incompatibles. On ne peut pas simultanément dépenser plus, s'endetter moins et taxer pareil. Il faut choisir. Mais aucun responsable politique ne force ce choix parce que dire la vérité va faire perdre les élections. Le résultat de cette impasse, c'est que le système continue par inertie jusqu'au jour où les marchés financiers forceront l'ajustement parce que les politiques n'ont pas eu le courage de décider. Et c'est précisément pour cette raison que vous avez besoin d'un deuxième outil. On va parler du checklist Signal, 6 indicateurs d'alerte. Le système financier actuel a une trajectoire et quelque part dans les 5 à 10 prochaines années, un ajustement significatif arrivera. Le timing exact, personne ne le connaît et quiconque prétend le contraire vous ment. Mais les signaux d'alerte qui précèdent ce genre d'ajustement, eux, sont identifiables à l'avance. J'utilise 6 critères pour les surveiller et je les ai regroupés sous l'acronyme Signal. Le premier critère S, ce sont les spreads obligataires. Alors, il s'agit de l'écart de taux d'intérêt entre les obligations françaises et les obligations allemandes. En temps normal, cet écart tourne autour de 0,5%, mais si cet écart dépasse 1,5 ou 2%, c'est le signe que les marchés commencent à s'inquiéter de la capacité de la France à rembourser sa dette. Le deuxième critère de signal, I, c'est l'inflation persistante.
Si l'inflation reste au-dessus de 4% pendant plus de 18 mois, malgré les hausses de taux d'intérêt décidées par la Banque centrale, c'est le signe que celle-ci est en train de perdre le contrôle de la situation. La troisième lettre G, c'est le gridlock politique. Alors, le terme anglais désigne l'incapacité du gouvernement à faire voter un budget, généralement à cause d'une fragmentation parlementaire extrême. Quand personne ne peut gouverner efficacement, les réformes nécessaires deviennent impossibles à mettre en œuvre. Le quatrième critère N, ce sont les notes souveraines. Il s'agit de notes attribuées à la dette française, par exemple par les agences de notation comme Moody's, Standard Poor's ou Fitch. Une dégradation par une seule agence peut être un accident, mais deux dégradations successives constituent un signal fort que la trajectoire inquiète sérieusement les analystes. Le cinquième critère A, ce sont les adjudications difficiles. Quand le Trésor français émet de la dette sur les marchés, normalement les acheteurs se bousculent pour l'acquérir. Le taux de couverture, c'est-à-dire le rapport entre la demande et l'offre, tourne habituellement autour de 2 fois ou plus. Si ce ratio tombe en dessous des 1,5 fois, c'est le signe que les investisseurs commencent à bouder la dette française. Le sixième et dernier critère, L pour signal, ce sont les liquidités qui fuient. Si l'euro chute brutalement face au dollar sur les marchés d'échange, si les capitaux sortent massivement de la zone euro, si les dépôts bancaires commencent à baisser, ce sont autant de signaux que la confiance est en train de s'éroder. Alors, comment utiliser cette checklist concrètement? Si 3 signaux sur 6 sont rouges, vous devriez renforcer votre attention et surveiller votre allocation de près. Si 5 signaux sur 6 sont au rouge, il est probablement temps d'ajuster votre portefeuille, plus de liquidités, plus d'actifs réels et moins d'obligations long terme libellées en euros. Quand la confiance des marchés se perdra, et elle se perdra très probablement dans les 5 à 10 prochaines années, trois scénarios principaux sont envisageables. Premier scénario, l'austérité forcée. Dans ce scénario, les marchés obligataires se ferment progressivement à la dette française. Les taux d'intérêt exigés par les investisseurs explosent, rendant l'emprunt insoutenable pour l'État. Le gouvernement se retrouve dans l'incapacité de financer ses dépenses courantes à des conditions acceptables. La solution contrainte qui s'impose alors, c'est des coupes massives dans les dépenses publiques. Réduction de salaire des fonctionnaires, gel des retraites, privatisation forcée. C'est exactement ce qui s'est passé en Grèce entre 2010 et 2015, ainsi qu'en Irlande, au Portugal et en Espagne pendant la crise de l'euro. L'ajustement dans ce scénario est violent, rapide et contraint par les marchés plutôt que choisi par le vote démocratique. Le deuxième scénario, c'est la restructuration de la dette. Dans ce scénario, le gouvernement admet officiellement qu'il ne peut pas rembourser sa dette à valeur nominale. Il demande aux créanciers d'accepter une perte, ce qu'on appelle dans le jargon financier un haircut. On se coupe les cheveux. Concrètement, ça peut prendre la forme de taux d'intérêt réduits, d'échéances rallongées et d'une réduction directe du montant dû. C'est ce qui s'est passé en Grèce en 2012, quand les détenteurs d'obligations grecques ont dû accepter de perdre 50% de la valeur de leurs titres. Et c'est aussi ce qui s'est passé en Argentine en 2001 et en Ukraine en 2022. L'impact de ce scénario est une perte de confiance massive. Le pays concerné ne peut plus se refinancer facilement sur les marchés pendant 5 à 10 ans. Troisième scénario, c'est l'inflation contrôlée. Dans ce scénario, le gouvernement et la Banque centrale laissent délibérément filer l'inflation pour éroder la valeur réelle de la dette. La dette nominale reste la même en euros, mais sa valeur réelle diminue au fil du temps. Les épargnants sont les perdants de ce scénario parce que leur épargne perd du pouvoir d'achat avec un rendement réel négatif. Les emprunteurs sont les gagnants parce que leur dette réelle diminue. C'est la stratégie qu'ont utilisée les États-Unis dans les années 70-80 avec une inflation de 7 à 10% par an pendant presque une décennie. Lequel de ces trois scénarios va se réaliser, je ne le sais pas. Et quiconque prétend le savoir avec certitude se trompe ou vous raconte des histoires. Ce que je sais, c'est que l'un de ces trois scénarios, ou une combinaison des trois, se produira nécessairement dans les 5 à 10 prochaines années. La trajectoire actuelle de la dette française, par exemple, est mathématiquement insoutenable. Le FMI projette la dette française à 130% du PIB en 2030. À ce niveau d'endettement, avec des intérêts qui représentent une part croissante du budget, quelque chose va finir par céder. À ce stade, vous vous dites peut-être tout ça c'est bien joli, mais avec mes 5 000 euros, 20 000 euros d'épargne, ça ne s'applique pas vraiment à moi. Et si, justement, un ETF World à 200 euros par mois fait parfaitement le travail. Ce qui compte ici, c'est la structure de votre allocation, pas le montant que vous investissez. On va regarder ensemble une allocation qui a traversé les vraies crises de l'histoire financière. Pas les crises imaginaires des théoriciens du complot, mais les vraies crises. 1929, 1973, 2000, 2008, 2020.
La première composante qui devrait représenter 50 à 60% de votre portefeuille, ce sont les actions mondiales. Concrètement, ça signifie un ETF qui réplique l'indice MSCI World. Ce type d'instrument vous donne une diversification automatique sur environ 1500 entreprises à travers le monde développé. Alors, pourquoi cette proportion de 50 à 60%? Parce que les actions sont le moteur de rendement sur le long terme, mais qu'au-delà de 60%, la volatilité de votre portefeuille devient psychologiquement difficile à supporter pour la plupart des investisseurs du moins. Quand vous voyez votre patrimoine chuter de 30% en quelques semaines, il faut pouvoir tenir sans paniquer. La deuxième composante, qui devrait représenter entre 25 et 30% de votre portefeuille, ce sont les obligations. Il s'agit d'obligations souveraines émises par les États, mais aussi d'obligations d'entreprise avec des maturités variées. Leur rôle est d'amortir les chocs quand les marchés actions s'effondrent. Pour vous donner un exemple concret, en 2008, pendant que les actions mondiales chutaient de 40%, les obligations d'État américaines montaient de 15%. Elles ont joué leur rôle d'amortisseur et permis aux investisseurs diversifiés de limiter leurs pertes. La troisième composante, qui devrait représenter entre 10 et 15% de votre portefeuille, ce sont les actifs réels. Cette catégorie inclut l'or, l'immobilier coté via des REITs ou des SCPI et les matières premières. Leur rôle est double: vous protéger contre l'inflation et vous couvrir contre les scénarios vraiment extrêmes que personne n'avait anticipés. Enfin, vous devriez toujours garder en liquidité l'équivalent de 3 à 6 mois de dépenses courantes. Cette réserve vous permet de saisir des opportunités quand les marchés s'effondrent et surtout de dormir tranquille sans avoir à vendre vos investissements en cas de coup dur personnel. Le dernier élément de cette stratégie, c'est le rééquilibrage. Tous les 6 mois, tous les ans, vous vérifiez les proportions de votre portefeuille. Si les actions ont beaucoup monté et dépassent 65% du total, vous vendez l'excédent pour racheter des obligations. Si au contraire les actions ont chuté et sont tombées sous 50%, vous vendez un peu d'obligations pour racheter des actions. Ce processus doit être mécanique, pas émotionnel. Vous ne vous demandez pas si le marché va monter ou descendre, vous appliquez une règle simple et c'est précisément cette discipline qui va faire la différence sur 20 ans. L'allocation de base qu'on vient de voir fonctionne bien en temps normal, mais si les signaux du checklist signal commencent à s'accumuler, il devient nécessaire d'ajuster cette allocation en fonction du scénario qui semble se dessiner. Si la tendance va vers l'austérité, c'est-à-dire le premier scénario, les obligations d'État restent relativement sûres parce que le gouvernement fera tout pour les rembourser afin de préserver sa crédibilité. En revanche, les secteurs qui dépendent des dépenses publiques vont souffrir, tandis que les secteurs défensifs vont surperformer généralement. L'ajustement recommandé dans ce cas serait de privilégier les utilities. En Europe, vous avez des sociétés comme Engie, Enel ou Iberdrola. Ces entreprises génèrent des revenus réguliers, versent des dividendes stables et la demande pour leurs services, électricité, gaz, eau, est inélastique, c'est-à-dire qu'elle ne baisse pas beaucoup même en période de crise. Si la tendance va vers la restructuration, c'est-à-dire le deuxième scénario, les obligations domestiques deviennent au contraire très risquées, puisque ce sont précisément celles qui seront restructurées. Les actifs réels comme l'or ou l'immobilier, ainsi que les placements libellés en devises étrangères, offrent une meilleure protection. L'ajustement recommandé serait alors de réduire significativement les obligations longues françaises, d'augmenter la part de l'or et d'augmenter votre exposition au, par exemple, dollar américain ou franc suisse. Si la tendance va vers l'inflation contrôlée, c'est-à-dire le troisième scénario, les obligations deviennent le pire placement possible, puisque leur rendement fixe est grignoté par l'inflation qui file. Les actifs réels et les actions d'entreprise, qui ont un pricing power, c'est-à-dire la capacité de répercuter les hausses de prix sur leurs clients, sont les grands gagnants de cette histoire. L'ajustement recommandé ici serait de réduire drastiquement les obligations, augmenter l'immobilier et l'or et privilégier les actions d'entreprises de qualité qui peuvent augmenter leur prix sans perdre de clients. Alors, pour rendre ces considérations plus concrètes, laissez-moi vous expliquer la différence entre un secteur défensif et un secteur cyclique. Les utilities européennes, dont on vient de parler, sont un exemple de secteur défensif. Elles baissent moins que le marché en période de crise, elles remontent moins en période de reprise. Elles sont stables et prévisibles. À l'inverse, la tech américaine, par exemple les GAFAM, est un exemple de secteur cyclique. Ces valeurs chutent violemment en cas de récession et elles explosent à la hausse en période de reprise. Elles sont volatiles et imprévisibles à court terme. Si vous êtes à 5 ans de la retraite et que vous avez besoin de stabilité, vous devriez probablement réduire votre exposition au secteur technologique. Si vous êtes à 25 ans de la retraite et que vous pouvez encaisser la volatilité, vous pouvez vous permettre d'en avoir davantage de ces actions. L'allocation idéale dépend de votre horizon d'investissement et de votre tolérance personnelle au risque. Elle ne dépend pas des théories qui circulent sur Internet.
Avant de conclure, je dois être totalement honnête avec vous sur les limites de mon analyse. Je ne sais pas quand l'ajustement arrivera. Est-ce que ce sera dans 5 ans, dans 10 ans ou dans 15 ans? Je l'ignore. Et quiconque prétend connaître le timing exact se trompe probablement. Je ne sais pas non plus quel scénario va se réaliser parmi les trois que j'ai décrits. Austérité forcée, restructuration, inflation contrôlée, peut-être une combinaison des trois. C'est impossible à prédire avec certitude. Je ne sais pas non plus si des réformes politiques viendront à temps pour éviter le scénario le plus douloureux. L'histoire suggère que c'est peu probable, mais des surprises sont toujours possibles. Ce que je sais en revanche, c'est que la trajectoire actuelle est insoutenable sur le long terme. Quelque chose va céder et ceux qui seront préparés traverseront cette période beaucoup mieux que ceux qui attendent passivement en espérant que tout s'arrange. Mon objectif avec cette vidéo n'est pas de vous faire peur, mais de vous préparer sans vous paralyser. Vous comprenez maintenant le mécanisme réel qui est à l'œuvre dans ce système financier. La question qui se pose naturellement est que faire de cette compréhension? Alors, il y a une approche possible, celle que je pratique personnellement. Participer au système tout en restant lucide sur ses défauts. Concrètement, ça signifie investir dans des actifs qui montent parce que ne pas le faire vous appauvrit progressivement sans pour autant changer quoi que ce soit au système. Ça signifie aussi voter pour les réformes que vous jugez nécessaires si vous pensez que des changements politiques sont souhaitables. Cela signifie surveiller les signaux d'ajustement avec la checklist signal pour ne pas être pris au dépourvu quand les choses vont commencer à bouger. Et ça signifie ajuster votre allocation quand les circonstances l'exigent, sans paniquer, mais sans non plus rester figé. Cette approche pragmatique est inconfortable intellectuellement parce qu'elle vous demande de participer à un système dont vous connaissez les défauts, mais c'est aussi la réponse la plus rationnelle que je connaisse pour protéger à la fois votre épargne et votre famille. J'ai préparé une formation gratuite de 7 jours qui approfondit chacun de ces outils. Un email par jour, 5 minutes de lecture maximum. À la fin de cette formation, vous saurez faire 3 choses essentielles. Premièrement, évaluer n'importe quelle thèse financière avec le test vrai avant de modifier votre stratégie d'investissement. Deuxièmement, construire une allocation adaptée à votre situation personnelle, pas aux théories virales qui circulent sur Internet. Troisièmement, identifier les signaux d'ajustement et savoir quand il est temps de modifier votre positionnement. J'investis mon propre argent selon ces principes depuis 1994. Ils ont traversé 5 crashs majeurs. Pour la formation gratuite, vous pouvez cliquer sur le lien qui apparaît en haut à droite de votre écran ou sur le lien en description de la vidéo. La prochaine fois qu'on vous parlera d'un complot bancaire centenaire, orchestré par 4 génies maléfiques, vous saurez que c'est historiquement faux. Et vous saurez aussi que la réalité demande une réponse concrète et pragmatique, pas de la paralysie.